Salam les refs, bien, ici le Strauss et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top. Cette fois-ci, ce sera une vidéo sur les leaders dans les mangas. Comme d'hab, vous connaissez la rengaine, c'est un classement de mes préférences, donc c'est subjectif, donc j'ai forcément énormément de biais dans tout ça. Je m'attends absolument pas à ce que vous soyez d'accord avec moi, d'ailleurs ce serait carrément bizarre si vous étiez d'accord avec tous mes choix, mais du coup je vous invite à vous essayer à l'exercice et à me proposer votre top en commentaire. Ok, avant de commencer le top, je dois mettre en place quelques critères pour un peu clarifier mon procédé. Premier truc à savoir, c'est que pour ce top, je vais prendre tous les persos que je considère comme étant des bons leaders, et parmi ceux-là, je vais classer ceux que j'estime être les plus intéressants par rapport à leur leadership. Du coup, ce serait bien de savoir ce que j'entends exactement par être un bon leader. Et déjà, c'est tout con, mais pour être un bon leader, faut d'abord être un leader, et pour ça, faut avoir un groupe auquel on est à la tête. Genre, le perso doit avoir des hommes qu'il mène, sinon, c'est juste pas un leader et on part dans le vide. Bref, maintenant que ça c'est fait, on peut parler de ce qui constitue un bon leader. La première qualité d'un excellent leader, à mon avis, c'est son charisme, et par conséquent, ce qui en découle directement, c'est sa capacité à mobiliser tout un groupe autour de sa personne, de ses idées et de ses objectifs. Ces deux choses vont inévitablement de pair, à mon avis. Ensuite, un truc beaucoup plus contextuel, c'est qu'un bon leader doit être prêt à mourir pour son groupe, et inversement, il doit avoir suffisamment motivé et insufflé une certaine énergie à son groupe pour que celui-ci soit prêt à mourir pour lui. Après, encore une fois, ça vaut que dans certains contextes, ça. Sinon, de manière plus générale, tout bon leader doit pouvoir prendre des décisions fortes. Donc, au-delà du fait de savoir prendre des bonnes décisions, il doit être en mesure de prendre des décisions qui sont compliquées, mais nécessaires pour la bonne continuation du groupe. Et du coup, pour qu'il puisse faire ça, le leader doit obligatoirement avoir une excellente vision à long terme de son projet, peu importe le type de projet, parce que c'est cette vision qui va lui permettre de guider ses hommes à travers toutes les épreuves du groupe. Puis c'est aussi important pour un leader de s'entourer des bonnes personnes, de pouvoir les écouter quand c'est nécessaire, et de savoir leur déléguer tout ce qu'il faut. Enfin, un truc super important aussi qui aide à consolider l'autorité naturelle du leader, ça va être son éthique de travail. Et je parle pas nécessairement de sport ici, la discipline et l'effort sont des qualités importantes dans tous les domaines, et le leader doit les avoir pour montrer l'exemple à son groupe. Ok, je pense avoir bien fait le tour de tous les critères qui définissaient un bon leader, donc on peut maintenant passer aux mentions honorables. C'est les quelques persos qui sont suffisamment bons leaders pour mériter d'être mentionnés, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas pu entrer dans le top 10. Pour commencer, il y a Haji Kiyose, le capitaine de l'équipe de course dans Run with the Wind. Franchement, c'était trop kiffant de voir comment il a rassemblé son équipe et surtout comment il a poussé chacun d'entre eux à devenir une meilleure personne. Ensuite, triple mention pour des persos de Kingdom, Shin qui développe et améliore son leadership tout au long du manga, Uki qui est un excellent leader mais qu'on a malheureusement trop peu vu à l'œuvre, et enfin Kanki, dont le leadership est beaucoup plus atypique mais pas moins efficace. Petite mention à Sakuragi aussi dans Rainbow, je l'avais dans mon top au début mais comme mes souvenirs de l'œuvre remontent à il y a un peu trop longtemps, j'ai préféré le garder en mention. Grosse mention maintenant à Luffy. Alors autant je surkiffe le perso, même si j'aime le critiquer, autant je pouvais pas le mettre dans mon top parce que le rapport quantité-qualité est trop faible. Ces moments de leader sont vraiment dingues, mais il y en a trop peu à mon goût. Ok, et pour finir ces mentions, Kitano Ken de Sunken Rock. Bon, je sais, je vais pas me faire que des amis avec cette take, mais j'ai pas trop kiffé le manga, du coup, forcément, ça influence un peu mon appréciation du perso. Donc oui, même si c'est vraiment un excellent leader, attention, je vais jamais lui retirer ça, il y a juste 10 autres persos que j'ai préférés à lui. Bref, sur ce, on peut passer au top. À la 10e place, on a Toru Oikawa, le capitaine d'Aoba Josai dans Haikyuu. Ouais, je sais, on pourrait croire que je fais des vidéos que pour pouvoir parler de lui, et franchement, c'est pas totalement faux. Mais le truc, c'est que le simple concept du perso me fascine. Il parvient à concerner l'ensemble de son équipe, il tire le meilleur de n'importe lequel de ses coéquipiers, même pour les plus défiants d'entre eux. Il a une vision claire de son objectif, et il fait tout son possible pour y arriver. Ce que je préfère avec lui, c'est clairement sa relation avec les autres terminales d'Aoba Josai. On sent qu'ils ont développé une amitié très forte et ils sont tous conscients du poids sur les épaules d'Oikawa. Alors ils font tout pour l'aider en allégeant cette pression du mieux qu'ils peuvent, ce qui témoigne de l'excellent leadership de leur capitaine qui a su construire une équipe à son image. À la 9e place, on a Sinbad, le roi de Sindria, dans Maggie. Alors pour lui, je prends autant en compte Maggie que le spin-off qu'on a eu sur ses aventures.
C'est un excellent complément qui sert justement à montrer toutes les qualités du bonhomme, et surtout la qualité de son leadership dès l'adolescence. Il a toujours eu une ambition folle, mais il l'a toujours accompagnée d'une vision nette pour atteindre cette ambition. Et il est tellement charismatique que certains de ses lieutenants actuels, qui sont prêts à mourir pour lui, comme Dracon ou Jafar, étaient à l'origine ses ennemis qui voulaient le tuer. Il n'est pas parfait non plus, sa première tentative de fonder Shinria était un flop monumental. Mais il a su apprendre de ses erreurs pour son second essai. À la 8ème place, j'ai Kozuki Oden, le daimyo de Kuri dans One Piece. Oden, y a pas à dire, c'est vraiment juste le boss. Il apparaît que le temps d'un flashback, mais déjà on a pu voir l'impact qu'il a eu sur toute une région, et puis aussi sur les fours rouges. Il les a tous pris sous son aile pour en faire de meilleures personnes, et ils le lui ont rendu du mieux qu'ils pouvaient. Ils étaient vraiment partis pour reconstruire un nouveau Wano, et même dans sa mort, Oden est resté impressionnant. Évidemment, il y a la culture des samouraïs qui rentre en jeu ici, mais la manière dont il a porté tous les fourreaux pendant 1 heure dans une huile bouillante, c'était vraiment trop cool à voir. Il est mort en portant l'avenir de ses idées, c'était juste splendide. Et le plus fort encore avec Oden, c'est le fait qu'il ait suffisamment marqué les fourreaux que même 20 ans après sa mort, ils sont encore en train d'œuvrer pour d'une part venger leur maître et d'autre part faire en sorte que son rêve d'ouvrir Wano devienne enfin réalité. À la 7ème place, on a Yotanwa, la chef des hommes des montagnes dans Kingdom. Honnêtement, ce qu'elle réalise dans ce manga, c'est hallucinant. Et la seule chose qui joue contre elle, en fait, c'est que c'est pas son histoire, donc on voit jamais tout ce qu'elle fait. Parce que sinon, je pense qu'elle aurait vraiment pris toute la lumière dans cette œuvre. Déjà, elle a réussi à conquérir puis unifier le territoire des montagnes, alors qu'ils étaient constamment en conflit entre tribus. Et puis, comme tout le monde prend conscience du fait qu'elle a réalisé une vraie prouesse, tous les hommes des montagnes en sont venus à la respecter et à la reconnaître comme leur reine légitime. Ils ont capté que c'était vraiment pas n'importe qui. Du coup, ils sont tous prêts à donner leur vie s'il le faut pour la protéger. Elle est devenue totalement irremplaçable. Et puis, à chaque fois qu'il y a l'un ou l'autre fou qui veut essayer de lui prendre sa place, elle rappelle qu'elle n'est pas devenue reine par hasard, et c'est avant tout sa qualité au combat qui lui a permis de conquérir et d'unifier ses terres. Elle complète assez bien Sei dans son rêve et son objectif d'unification, c'est d'ailleurs un truc que j'ai toujours trouvé trop cool dans la relation entre les deux persos. À la 6ème place, on a Yoichi Uruma, le capitaine des Devil Bats de Demon dans High Shield 21. C'est le dernier perso d'un manga de sport dans le top, et évidemment, ça ne pouvait être nul autre que ce diable en personne. Le pic du perso, c'est vraiment le match contre Hakushu, parce que c'est durant ce match qu'on se rend compte de toute son importance, et surtout, d'à quel point il a impacté la vie de tous les joueurs de l'équipe, et même de Mamori. Il leur a insufflé à tous son rêve du Christmas Ball, et c'est durant ce match qu'on réalise qu'ils veulent limite plus y aller pour Iruma et Kurita que pour eux-mêmes, ce qui ne peut être que le signe d'un formidable leadership. Sans parler du fait que Iruma est toujours le premier sur la ligne de front pour tanker n'importe quelle merde qui arrive à l'équipe. Il prend toute la pression des matchs et du besoin de victoire sur ses épaules. Il a toujours un plan pour gagner, mais il n'hésite jamais à se reposer sur des exploits individuels parce qu'il a suffisamment confiance en ses joueurs clés. À la 5ème place, on a Griffith, le commandant de la troupe du Faucon et le roi de Midland dans Berserk. Je lui donne les deux qualificatifs parce que les deux sont importants dans son leadership. À la tête de la première troupe du Faucon, on voyait déjà qu'il était un leader exceptionnel. Que ce soit de par son charisme, sa force, sa vision ou son ambition, Griffith avait tout pour exceller et il a excellé. Il a créé cette troupe en partant de rien et il était prêt à faire n'importe quel sacrifice pour l'amener au sommet. Il a vraiment su rassembler et galvaniser une troupe de mercenaires assez quelconque a priori. À ce moment-là, la seule chose qu'il n'a pas su gérer, en vrai, c'était le cas de Guts. Il l'a tellement mal géré que ça va amener à l'éclipse et à son avènement en tant que Femto. Et puis, derrière, quand il redevient Griffith, c'est tout droit pour lui. Il refonde une troupe du Faucon qui l'amène bien plus haut que la précédente. C'est plus juste une bande de mercenaires maintenant. Il en a fait une vraie armée et il parvient même à récupérer le trône du Midland. Et un des trucs qui lui permet de réaliser tout ça, c'est bien son leadership. En redevenant Griffith, il a même récupéré une certaine douceur et un charme qui donne envie à tous ceux qui le voient de l'aider à accomplir son rêve. Et comme en plus il réussit tout ce qu'il entreprend, ça ne fait que renforcer sa qualité de leader.
À la 4e place, on a Edward Newgate, le capitaine des Pirates de Barbe Blanche dans One Piece. Même si on le voit assez peu à l'échelle de l'œuvre, chacune de ses apparitions dans le manga nous montre à quel point c'est un leader phénoménal. L'amour paternel qu'il ressent pour les membres de son équipage fait vraiment toute la différence, parce que c'est cet élément qui crée un lien aussi puissant entre eux. Du coup, on en vient à une situation comme celle de Marineford, où Newgate fait la guerre à la marine pour sauver un de ses fils. Et comme ils savent qu'il les aime sincèrement, chacun de ses fils est prêt à mettre sa vie en jeu pour lui. Carrément, même quand Squardo, un de ses fils, donc le trahit de but en blanc, Newgate est suffisamment bon pour lui pardonner et lui montrer qu'il n'a rien à se reprocher. Et comme pour Oden, on voit que même après sa mort, les pirates de Barbe Blanche, à travers Marco notamment, continuent d'œuvrer pour leur capitaine. À la 3e place, on a Riboku, un des 3 grands Suezao dans Kingdom. C'est la première fois que je parle de lui sur cette chaîne, mais sachez qu'il est l'un de mes persos préférés, toute œuvre confondue. Sa plus grande qualité, à lui, c'est clairement ses compétences martiales de stratège. Il est vraiment trop fort. Il est tellement fort en fait que la survie de tout le pays de Zao repose quasi exclusivement sur ses épaules. C'est lui qui protège et défend le pays contre les invasions répétées de Kin. Et puis, comme il montre sans cesse qu'il est vraiment assez fort pour repousser ses attaques, le peuple en est venu à développer une confiance aveugle en lui et une réelle admiration. Il est devenu le héros du pays. Ok. Mais c'est pas tout, parce que en fait, il est tellement fort que tous ses généraux et tous ses lieutenants sont aussi hyper admiratifs de lui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont avec lui. Ils savent que, quoi qu'il arrive, leur commandant en chef trouvera et prendra toujours la bonne décision, parce qu'encore une fois, Riboku est tout simplement trop fort en tant que stratège. Et c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, hein. On voit qu'il travaille et réfléchit comme un acharné pour toujours avoir suffisamment de coups d'avance sur ses opposants. Donc, on a établi que la survie d'un pays entier reposait sur ses épaules, et qu'il était en mesure d'assumer cette pression en repoussant toujours plus loin ses exploits. Maintenant, le plus impressionnant encore dans ce manga, outre le fait de savoir composer avec un roi incompétent, c'est le fait qu'il ait réussi à créer une alliance avec les autres pays, en partie grâce au simple fait que ce soit lui qui ait proposé l'idée. C'est dire la stature du bonhomme. Genre, il est tellement bon stratège et un excellent leader que même les autres pays veulent travailler avec lui, alors que de base ils sont censés être ennemis. À la 2e place, on a Erwin Smith, le major du bataillon d'exploration dans Shingeki no Kyojin. Sans surprise, Erwin est évidemment dans mon top. Franchement, ses cris d'exhortation sont tellement nombreux et iconiques qu'à eux seuls ils justifient sa place de numéro 2. Je veux dire, déjà que motiver des humains pour aller se la donner contre d'autres humains, c'est super compliqué, mais alors, motiver des humains pour aller se la donner contre des monstres qui font 5 fois leur taille, franchement, c'est du jamais vu. Et il y arrive encore, et toujours, il parvient à motiver ses troupes. Mais ce qui fait sa plus grande force dans ce genre de moment, c'est le fait qu'il soit conscient qu'il doit lui-même mener la charge. Il ne peut pas se contenter d'envoyer ses hommes mourir sans prendre de risques. S'il veut que ses hommes meurent pour ses idées, il doit montrer qu'il est le premier à risquer sa vie pour ces mêmes idées. C'est d'ailleurs aussi ce qu'il a fait dans un tout autre contexte au moment du coup d'état de l'armée, pour renverser le faux roi Fritz. Encore une fois, il était en première ligne des risques. Il a mis sa vie en jeu pour permettre aux siens de triompher. Et, encore une fois, son risque à payer parce que son plan était correctement établi. Cette diversité d'actions en tant que major montre qu'il est vraiment bon dans son rôle et qu'il n'est pas juste une machine à discours de motivation. Ok, et pour finir, à la 1re place, Heisei, le roi de Kin dans Kingdom. À mon sens, il n'y a pas vraiment de débat, j'ai encore jamais lu un perso qui soit aussi bon leader. Alors déjà, il y a un truc que je trouve vraiment cool avec lui, c'est qu'on le voit progresser et développer son leadership. Au début du manga, c'est loin d'être un personnage établi, il a encore tout à prouver et à accomplir. Et il y arrive alors même qu'il n'a ni force physique particulière, ni génie tactique particulier. Et autant vous dire que réussir à se hisser aussi haut dans l'univers de Kingdom sans au moins l'une de ces deux qualités, c'est quasi impossible. Mais Sei a d'autres qualités, il a 2 choses pour lui. Une légitimité plus ou moins solide à la couronne de Kin, et surtout, plus important encore, il a un rêve. C'est avec ce rêve d'unification qu'il parvient à avancer. C'est ce rêve qui lui donne la force de faire face à ses adversaires. C'est pour accomplir ce rêve qu'il ne cesse de travailler, de s'entourer, de convaincre, de rassembler, de guider. Il veut unifier la Chine. Ce qui est vraiment intéressant avec ce rêve, c'est qu'il montre la propension de Sei à gouverner. Après avoir unifié Qin et amené les hommes de montagne sous son joug, il veut unifier l'ensemble des royaumes combattants en un seul et même pays.
Le moment qui illustre le mieux ses qualités de leader, c'est probablement le siège de la ville de Sai. Le pays était au bord du désastre et Sei a réussi, par je ne sais quel miracle, à exhorter une ville composée non pas de soldats, mais simplement de civils, sans aucune expérience de combat. Il a réussi à les faire se battre et affronter des soldats. Il a réussi à les faire repousser l'ennemi. Il a réussi à les faire sauver le pays. Sincèrement, je pense que ça restera à jamais la prouesse la plus impressionnante niveau leadership que je lirai de ma vie, tellement le truc était sensationnel. J'en perds mes mots. Bref, Eisei est premier parce qu'il a littéralement toutes les qualités requises pour être un excellent leader. Carrément, durant le siège de Sai, il mettra même sa vie en jeu pour motiver davantage les hommes sur place. Alors que sa mort est synonyme de défaite du pays. Mais c'est bien pour ce genre de choix qu'il est numéro 1. Enfin, soit. Avec ça, je clôt le top 10 de mes leaders préférés. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, je vous invite à vous essayer à l'exercice et me partager votre top en commentaire. Je serais curieux de savoir qui vous avez pour en discuter. Bref, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas un petit abonnement aussi. Ça fait toujours plaisir. Objectif 1000 abonnés avant 2026, même si ça pue un peu là, je vais pas vous mentir. Sur ce, c'était le Strauss. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.